Bonjour, bienvenue à cette capsule santé psychologique. Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur titulaire à la section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Le sujet aujourd'hui est anxiété et dépression en lien avec les études et mon invité est Diane Marcotte, professeure retraitée au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal que je vais inviter à se présenter par elle-même. Diane? Alors, bonjour tout le monde. Oui, je suis Diane Marcotte. Je suis maintenant nouvellement retraitée du département de psychologie de l'UQAM. J'ai toujours mon laboratoire de recherche sur la santé mentale des jeunes en contexte scolaire et vous pouvez visitez mon site web labomarcotte.ca pour si vous souhaitez avoir de l'information davantage sur la dépression chez les jeunes, l'anxiété chez les jeunes. J'offre aussi quelques conférences, formations, notamment une formation via la plateforme Assadis et à quelques occasions dans les congrès voilà, même si je suis à la retraite. Voilà. Donc, Diane, tu as été professeure en psychologie au département de psychologie du camp pendant plusieurs années. Tes intérêts portaient entre autres sur l'expérience des élèves ou des étudiants en lien avec l'anxiété et la dépression. Fait que j'irais avec une première question pour toi qui irait dans ce sens-là, qui est assez large, qui est la suivante. C'est quoi être déprimé, puis c'est quoi être anxieux lorsque l'on poursuit des études? Oui, alors oui, puis quand on poursuit des études supérieures, puis on s'en va au cégep ou à l'université, c'est pas rare qu'on vit des symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc, se sentir déprimé, généralement, c'est quand on se sent triste. C'est beaucoup quand ça nous tente plus de rien faire, qu'on se sent fatigué. On peut pleurer également, on peut avoir des difficultés à se concentrer. En fait, il y a 9 symptômes de la dépression. Quand on est anxieux, par ailleurs, là, c'est plus quand on s'inquiète. On s'inquiète pour tout et rien. On s'inquiète trop. On s'inquiète de façon trop importante pour des choses qui ne sont pas si inquiétantes que ça. C'est aussi être anxieux, être souvent sur le qui-vive, être dans un état d'alerte où on a peur qu'il arrive quelque chose, on a peur qu'il arrive une catastrophe. Donc, qu'est-ce qui va distinguer les deux? Mais très souvent, être anxieux ou être déprimé, ça peut arriver ensemble. Ça peut arriver, on dit qu'il va y avoir une concomitance de ces problématiques de santé mentale. Mais c'est quand même deux choses différentes. Les symptômes sont différents. Euh, je suis inquiet versus j'ai plus le goût de rien faire. C'est pas la même chose, mais ces symptômes-là peuvent souvent se retrouver ensemble. Ce qui va les distinguer, par contre, ces deux problématiques-là, c'est que les croyances qui sont sous-jacentes, hein, souvent on va parler de croyances irrationnelles, ben, ces croyances sous-jacentes, c'est pas les mêmes. Dans le cas de la dépression, on va dire plus, je trouve que j'ai plus de valeur personnelle, hein, je suis juste un raté, je vois plus, je ne vois rien. Les gens m'aiment pas, j'ai pas d'amis, les gens m'aiment pas autour de moi, ou je suis pas capable de rien faire. Je suis impuissant. Alors, les croyances chez les gens qui sont déprimés tournent beaucoup autour de ça. Alors que chez les gens anxieux, c'est plutôt, oh mon Dieu, il y a une catastrophe qui va arriver. Hein, c'est la peur d'un événement catastrophique. Je prends l'avion, j'ai peur que l'avion s'écrase. C'est aussi la peur que s'il m'arrive un événement qui est désagréable, un événement qui est négatif, j'arriverai pas à y faire face. Hein, par exemple, si j'ai une mauvaise note à mon examen, mon Dieu, c'est la fin du monde, je vais échouer mon cours, j'aurai pas une bonne cote R, je pourrai pas rentrer à l'université, on va dramatiser. Alors que un événement difficile nous arrive, quand on est dedans, on trouve les ressources, on trouve des moyens pour y faire face. Et la dernière croyance au niveau de l'anxiété, c'est qu'on va souvent interpréter, quand on est face à un événement qui est difficile à interpréter ou qui est comme ambigu, ben, on va avoir tendance à l'interpréter de façon négative ou de façon anxiogène, c'est-à-dire que si, par exemple, je rencontre un professeur que j'apprécie dans le corridor et qui me dit pas bonjour,
ben, je vais avoir tendance à l'interpréter comme quelque chose de négatif. Ah, je dois avoir une mauvaise note à mon examen, plutôt que simplement se dire, ben, peut-être qu'il m'a juste pas vu parce qu'il est en train de discuter avec un collègue. Donc, les croyances sont différentes, mais les symptômes aussi sont différents, mais les deux peuvent souvent cohabiter ensemble. Puis, excuse-moi, Diane, mais ce que je comprends, c'est que tu parles beaucoup, c'est une question de croyance, puis c'est une question aussi de ressources que la personne possède ou possède pas, ou possède moins pour faire face à à ces croyances-là pour les gérer, c'est ça? Oui, ben en fait, surtout par rapport à l'anxiété, l'individu a peur qu'il arrive une catastrophe, mais aussi il oublie que dans une situation difficile, la plupart des gens ont les ressources pour y faire face. Hmm. Donc, en plus d'avoir peur qu'il arrive quelque chose de difficile, les personnes anxieuses ont tendance à penser que s'il arrive quelque chose de négatif, par exemple, j'ai une moins bonne note que j'aurais voulu à mon examen, je ne serais pas capable d'y faire face. Hein. Alors que je peux me dire, ben, si j'ai une moins bonne note, je vais revoir mes méthodes d'études, ou je vais étudier différemment la prochaine fois, je vais étudier plus, ou je vais me renseigner, ou je vais consulter des collègues pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Je peux aller voir l'enseignant aussi pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on a des ressources qu'on peut utiliser. C'est ça. Puis là, dans ces temps-là, dans ces moments-là, c'est que les croyances prennent le dessus. Les croyances irrationnelles prennent le dessus ces ressources. Voilà, je OK. vais échouer, je vais avoir une mauvaise note à l'examen, je vais échouer ce cours-là, je vais pas pouvoir aller à l'université. Là, il y a une spirale qui va s'enclencher et ça peut être comme ça aussi pour les gens déprimés. Les gens m'aiment pas, il y a personne qui m'aime, je suis aussi bien de pas sortir avec mes amis parce que de toute façon, ils n'ont pas envie de me voir. Donc, il faut faire attention à ces spirales, ces distorsions cognitives-là. Voilà. Parfait. Donc, Oui. Oui, vas-y, je pense. Autre chose sur cette première question-là? non, ça va, je te laisse aller. OK. Euh, disons que on est un élève, un étudiant qui vit de l'anxiété, des symptômes de dépression aussi, du moins comme tu l'expliquais, on est dans des croyances qui nous nuisent, on sent qu'on n'a pas les ressources pour faire face, ou encore qu'on est une personne enseignante qui accompagne ces élèves-là, etc. À quel moment? C'est quand devrait-on penser à consulter une ressource professionnelle spécialisée? Oui, ça c'est vraiment un bon point. Parce que notamment les adolescents, mais encore plus les jeunes adultes, ont tendance à ne pas consulter. Hein. Parce que quand on arrive à peu près au cégep, on a 17, 18, 19 ans, on est un jeune adulte, on veut se débrouiller par nous-mêmes. Hein. On sent qu'on est de plus en plus autonome, puis on peut avoir tendance à penser, ah, ça va passer, je vais m'arranger avec mes affaires. Donc, quand est-ce qu'il est euh, opportun d'aller consulter? Bien, la première chose qu'on doit dire, c'est que c'est normal d'avoir des symptômes d'anxiété et de dépression. Hein, les êtres humains, on n'est pas toujours heureux, puis on n'est pas dépourvu d'émotions. On a des émotions agréables, puis des émotions désagréables. Parfois, on se sent Mhm. triste, parfois, on se sent colère, parfois, on vit de la honte. Donc, tout ça est normal. Euh, et par exemple, la veille d'un examen, d'être stressé, c'est normal. D'arriver avec les mains moites à l'examen, c'est normal. Alors, quand est-ce qu'il faut consulter? Quand est-ce que ça dépasse un certain niveau et que là, ça ne va plus? Il serait nettement préférable de consulter. Mais là, à ce moment-là, on peut se dire d'abord, est-ce que mon fonctionnement est affecté? Alors, mon fonctionnement, que ce soit à l'école, est-ce que mon rendement scolaire est affecté? Si j'arrive plus à étudier puis que mes notes diminuent, c'est que mes symptômes d'anxiété ou de dépression commencent vraiment à interférer dans ma vie. Donc là, il y a lieu de consulter. Si, avec mes amis, je me retire, ça fait quelques fois qu'on m'invite, par exemple, le vendredi soir, je sortais tout le temps avec mes amis, ça fait quelques mois que je sors plus avec mes amis. Mes amis trouvent que j'ai changé ou, par exemple, je suis irritable, je me choque pour rien. Alors, si mes relations sociales se détériorent,
peut-être que ça vaut la peine à ce moment-là de regarder c'est quoi l'intensité de mes symptômes, puis peut-être qu'il y a lieu de consulter. Même chose avec la famille. Hein, si au niveau à la maison, ça va vraiment pas bien, et ça peut être parce que mon climat familial est très difficile aussi. Si j'ai des symptômes de façon importante, puis qu'à la maison, ça va vraiment plus, il y a peut-être lieu de consulter. Donc, je retiens au niveau de mon travail ou de l'école, au niveau de mes amis, puis au niveau de ma famille. Il y a comme trois grandes sphères dans lesquelles j'évolue. Si l'une ou l'autre ou les trois sphères sont affectées et que mon fonctionnement est devenu difficile, là, il y a lieu de consulter. Alors, je peux regarder quels sont les symptômes de dépression et d'anxiété, hein, on peut les trouver un peu partout, et je peux m'auto-évaluer jusqu'à un certain point, puis de regarder par exemple, pour la dépression, ben, si j'ai au moins 5 symptômes, hein, je me sens triste, j'ai plus le goût de faire mes activités, je suis fatiguée, j'ai de la difficulté à me concentrer, j'ai des idées noires, ben là, il y a assez de symptômes pour qu'il y ait lieu de consulter. Et comment, Diane, je vais vers une autre question. Euh, Comment un élève, un étudiant pourrait, par soi-même, donc comment prévenir l'anxiété et la dépression comme élève, comme étudiant? Bon, ça aussi, c'est une question importante. Il y a un chercheur qui s'appelle Jeffrey Arnett qui a beaucoup, beaucoup écrit sur la transition de l'adolescence vers l'âge adulte. Puis quand on fait la transition du secondaire au collégial ou du collégial à l'université, c'est quand même des transitions très, très importantes dans notre vie et c'est des transitions qui sont stressantes. Donc, de me sentir stressée parce que j'arrive au cégep, c'est normal. Mm. De me sentir stressée parce que j'arrive à l'université, c'est normal. Euh, donc, et je peux me dire que ces transitions-là sont normatives, c'est ce que Arnett nous dit, c'est-à-dire que je ne suis pas seule avec cette transition-là. On est une bonne gang à arriver au cégep en même temps. Donc, je peux en parler aux autres, je peux me dire que ça va être transitoire, ça va passer, c'est une période stressante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer nos habiletés, pour s'assurer que quand on vit des transitions comme ça, elles sont normales, c'est normal d'être stressé, mais comment me faciliter les choses? Alors là, ce que j'ai le goût de dire, c'est on va regarder 6 stratégies qu'on peut utiliser ou 6 trucs, en guillemets, qu'on peut utiliser pour prévenir l'émergence de symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc, c'est quoi mes 6 trucs? Le premier, ça a l'air de rien, mais c'est tellement important, c'est comment je me fais un horaire qui est équilibré. Hein, on arrive au cégep à l'université, on a à se faire un horaire par nous-mêmes. Nos cours ne sont plus encadrés comme c'était le cas au secondaire. Hein, j'ai des périodes libres. Je peux même avoir des journées que j'ai pas de cours. Donc, je suis beaucoup plus autonome. Qu'est-ce que je vais faire avec mon horaire? Et il y a plusieurs cégeps ou universités qui fournissent des instruments à ce niveau-là, hein, ne serait-ce que le gabarit de mon horaire que je peux aller chercher dans les ressources que m'offre mon collège ou mon université. Donc, mon horaire, il ne faut pas qu'il soit trop chargé. Hein. Si une fois que j'ai mis mes cours, des périodes pour étudier, hein, parce que je suis supposé étudier un certain nombre d'heures après chacun de mes cours, donc mes cours, des périodes pour étudier. Si je travaille, mes heures de travail. Hein, si j'étudie en sciences infirmières, puis que j'ai 25 heures de cours par semaine, puis je veux travailler 20 heures par semaine, Ouais. ben rapidement, je vais voir que dans un horaire, c'est difficile à rentrer. Mes activités sociales aussi, hein, c'est quand que je veux aller souper avec mes amis, quand est-ce que je veux aller faire du sport, quand est-ce que je veux participer à des activités parascolaires. Alors, je me fais un horaire, puis j'essaye de mettre tout ça dans mon horaire. Et si je vois que 24 heures par jour, ça suffit pas, qu'il va me rester vraiment pas beaucoup d'heures pour dormir, ben c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans mon Mm. horaire, que mon horaire est trop chargé. Je veux en faire trop. Et un horaire trop chargé, ça équivaut à du stress et ça équivaut à de l'anxiété. Fait que Donc, ça, c'est un moyen très concret. voilà, c'est un moyen très concret, c'est un moyen à ma disposition. Puis les étudiants anxieux, c'est souvent des étudiants
qui veulent en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Ils ont beaucoup d'intérêt, ça c'est fantastique. Ils veulent bien réussir à l'école, c'est fantastique. Ils veulent être autonomes puis gagner de l'argent, c'est bien. Mais jusqu'à quel point? Donc, euh, et je dois aussi vérifier dans mon horaire, est-ce que j'ai de saines habitudes de vie? Hein, si dans mon horaire, je me couche tous les soirs à minuit, puis que je me lève à 6 heures du matin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'un élément qui est associé à l'anxiété et à la dépression, c'est les troubles de sommeil. Puis un élément qui est associé beaucoup à la dépression, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, hein, nos fameux téléphones intelligents. Bien, si je l'utilise beaucoup, beaucoup d'heures par jour et beaucoup d'heures avant de me coucher et que ça interfère avec mon sommeil, là, je fais une parenthèse, mais quand l'utilisation de mon téléphone interfère avec mon sommeil, ça me met à risque d'avoir des symptômes d'anxiété et de dépression. Ça me met à risque, si j'ai un mauvais sommeil, de développer des symptômes. Donc, le premier morceau, c'est comment je gère mon temps. Hein. Le deuxième morceau, c'est dans ce fameux horaire-là, est-ce que j'ai des activités plaisantes dans ma vie? Hein? Je vais à l'école, je veux réussir, je suis mes cours. C'est important pour moi d'avoir mon diplôme, de bien réussir mes cours. Je veux travailler en plus. Mais est-ce qu'il reste du temps dans ma semaine et même dans ma journée? Est-ce qu'il reste du temps pour des activités plaisantes? Excuse-moi, Diane, avant de te Voilà. laisser continuer là-dessus, je pose une petite question. Parce qu'effectivement, quand on est anxieux, on peut avoir tendance à dire faut que je maximise mon temps, puis sentiment de culpabilité de pas le temps de s'amuser, là, il faut. Mais c'est quoi la plus-value de s'offrir ce temps de plaisir-là? Voilà, il faut que je sois Pourquoi c'est efficace. une bonne stratégie? Oui, c'est ça. C'est vrai que les étudiants qui sont souvent, ils veulent être bons, ils veulent être performants, ils veulent être de bons étudiants, puis ils se disent, ah, je suis pas pour perdre mon temps à m'amuser. Il faut que je travaille, il faut que je maximise mon temps. Mais voilà, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'amuser, ça permet non seulement d'être plus sain, d'avoir de meilleures habitudes de vie, mais ça permet aussi de mieux performer, d'avoir un meilleur rendement à l'école, d'avoir un meilleur rendement au travail. Le fait, par exemple, d'avoir des activités parascolaires, ça a été identifié dans des études comme un facteur de protection contre la dépression, contre les problèmes de santé mentale. Alors, je devrais regarder dans mon organisation de vie, est-ce qu'il y a un petit quelque chose, puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, mais est-ce que chaque jour, j'ai un moment d'activité plaisante? Bien sûr, et je peux, parenthèse, un exercice qu'on fait souvent dans le programme Zen Études, c'est qu'on va donner aux participants des petits post-it, puis on va dire, indique une activité plaisante que tu aimes faire, mets-la sur le tableau, puis chaque participant va pouvoir regarder les activités plaisantes qui Hmm. sont proposées par tout le monde et ajouter une activité plaisante à son horaire. Ouais. Donc, je peux me demander qu'est-ce que je fais, puis je peux demander aussi à mes amis, toi, tu fais quoi pour te détendre? Ça peut être des choses très simples, comme avant d'aller à mes cours au cégep, je prends le temps de prendre une marche. Hein, ça peut être là, on arrive à l'hiver, mais à l'automne, beaucoup de cégep ou d'universités ont des beaux boisés, des beaux endroits pour se promener autour du cégep. Ça peut être juste de prendre le temps d'admirer la nature autour de moi. Ça peut être de prendre le temps d'arriver en avance à mon cours parce que ce prof-là, je le trouve bien sympathique, puis on va placoter quelques minutes avant que le cours commence. Hmm. Ça peut être de placoter avec mes amis avec le cours commence. Ça peut être de prendre quelques minutes le soir pour jaser. Aller au-delà des textos, là, puis juste faire un petit zoom ou appeler quelqu'un au téléphone pour jaser. Bien sûr, ça peut être de lire un bon livre, d'aller au cinéma. Il y a beaucoup d'activités plaisantes possibles. Euh, mais on peut perdre de vue facilement l'importance des activités plaisantes quand quand on arrive dans une nouvelle école ou quand on fait des études de cycle supérieur, puis qu'on veut bien réussir. L'autre élément, donc je me fais un horaire équilibré, j'y inclus des activités plaisantes.
L'autre élément, c'est je fais attention à développer mes habiletés de résoudre des problèmes, surtout des problèmes interpersonnels, puis développer mes habiletés sociales. Hein? Pourquoi? Parce que, ben, on vit pas isolé, on vit avec du monde. Puis vivre avec du monde, c'est nécessairement vivre des problèmes dans mes relations avec les autres. Hein? Ça fait partie de la vie d'être humain. Quand on est en relation avec les autres, on vit des difficultés. Ça va pas toujours au beau fixe, nos relations, et c'est comme ça d'être un être humain. C'est comme ça la vie. Donc, d'apprendre à résoudre des problèmes. Hein. Il y a plein d'ateliers comme ça pour apprendre à résoudre des problèmes. Il y a plein de bouquins aussi là-dessus. Souvent, les cégeps donnent des ateliers ou des séances d'information sur les habiletés interpersonnelles, les habiletés de résoudre des problèmes, les habiletés sociales aussi. Donc, habileté de résolution de problèmes, bien, je donne juste un exemple. Quand j'ai un différend avec un ami ou avec un enseignant ou avec mes parents, est-ce que je suis capable de faire des compromis? Hein? Souvent, le compromis, c'est la bonne façon de résoudre un problème. Donc, si je veux tout gagner, si je veux rien laisser aller, je risque de faire durer le problème, de faire perdurer le conflit. Si j'identifie qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans, mais comment je suis capable de me mettre à la place de l'autre, comment je suis capable de concilier, puis de comprendre le point de vue de l'autre, bien là, ça me permet d'aller chercher un compromis. Ça me permet de trouver une façon de résoudre les problèmes. Mon langage aussi. Hein? Si je suis dans un langage accusateur, tu fais Hmm. ci, tu fais ça, papa, tu fais ci, maman, tu fais toujours ça, c'est pas la meilleure façon de résoudre des problèmes interpersonnels. Hein? Si je commence ma phrase en disant, ben, je comprends que tu veux telle chose, par ailleurs, moi, de mon côté, je souhaiterais telle chose, ça met mieux la table pour Hmm. trouver une résolution au conflit. Donc, je fais un peu attention à mon langage dans ma façon de résoudre des conflits. Autre chose, des habiletés sociales. Hein, ça, c'est la base des habiletés sociales. Il y en a plein qu'on fait spontanément. Sourire, avoir un contact visuel avec les autres personnes. Hein, je prends l'ascenseur, je souris, je dis bonjour à l'autre personne. Ce sont des habiletés de base que beaucoup de gens ont, mais si je suis dans une période où je suis plus déprimée ou plus anxieux ou anxieuse, je peux perdre de vue ces habiletés-là. Hein. Je suis comme renfermée sur moi-même. J'oublie de faire un simple sourire. Hein, faites un petit test. Promenez-vous dans votre école, dans votre cégep, dans votre université, puis faites un sourire aux personnes que vous rencontrez. Vous allez être surpris de la réponse. Hein. Au lieu d'avoir tout le temps le nez sur son cellulaire, quand on fait un sourire, bien, souvent, les gens nous retournent un sourire et ça fait du bien d'avoir un sourire. Ça doit être difficile quand même de sourire. Tu sais, quand on est préoccupé d'un point de vue anxieux ou déprimé d'un point de vue dépressif. Oui, tout à fait. C'est plus difficile de sourire, ça vient moins tout seul, ça vient moins automatiquement. OK, Mais faut. parfois, c'est de me forcer à sourire qui va m'aider à sortir de mon état dépressif. Hein, de me forcer à faire un sourire aux autres, dire bonjour, comment ça va. Ça peut être de faire un compliment aussi aux autres personnes. Ah, c'est joli ce que tu portes aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu disais dans le cours. Ça peut permettre d'inverser la vapeur. Puis au lieu de me refermer sur moi-même, ben, de m'ouvrir aux autres, puis ça va permettre aux autres d'avoir une relation réciproque qui va être positive. Hein, si je fais un compliment à mes amis, ben, il y a plus de chances que mes amis aussi vont me faire un compliment puis vont me refléter quelque chose qui leur plaît chez moi. Et ça, c'est important quand on est déprimé de recevoir des choses positives qui viennent d'autrui. Ouais. Donc, euh, je développe mes habiletés de résolution de problèmes, je développe mes habiletés sociales. Quatrième chose, quatrième petit truc, je fais attention à mes pensées, à mon langage intérieur. Hein, les psychologues, on appelle ça le langage intérieur, Hmm. c'est-à-dire que
Nous, les êtres humains, ben, on a la chance d'être capable de se voir penser, hein, de réfléchir sur notre propre pensée. Donc, on a la chance de pouvoir, par exemple, par exemple, vous m'écoutez, vous pouvez être en train de penser à autre chose en même temps. Vous pouvez être en train de penser à comment vous êtes, vous, dans des relations sociales, ou comment vous êtes, vous, comme étudiant. On a vraiment cette faculté-là, les êtres humains, de réfléchir sur sa propre pensée. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, mais des fois, ça nous nuit. Des fois, ça nous nuit parce que on se dit toutes sortes de choses qui sont pas toujours aidantes. Hmm, Hein? Quand je suis en train, quand juste avant un examen, je me dis, ah, je suis sûr que je vais échouer. ouais. Ça nous aide pas. Quand avant une rencontre avec une nouvelle personne, on se dit, ah, je suis sûr que cette nouvelle personne ne va pas m'apprécier. Je suis sûr qu'elle ne me trouvera pas beau ou belle, qu'elle va me trouver plate. Quand on se tient un langage comme ça, on ne s'aide pas beaucoup. Non, Quand on parce qu'on dit, finit par se croire. oui, on finit par se croire, puis on finit par agir en fonction de ça. Hmm, Hein? Je suis tellement certain que les autres me trouvent plate qu'on m'invite pour aller à un party, mais j'irai pas parce que je suis persuadée que je suis pas intéressante comme personne. Alors, tout à fait, on arrive, on finit par se croire, on finit par agir en fonction de ça. Puis ça va aussi avec les parents, avec les enseignants, ça va aussi dans le sens des fois de projeter, oh mon Dieu, de ne pas être des pensées autour d'une faible tolérance à la frustration. Hein. Il faut absolument que le prof me réponde dans les minutes qui suivent à mon courriel. Il faut absolument que ce prof-là soit comme ci ou comme ça. Ou mes parents devraient être comme ci ou comme ça parce que je souhaiterais qu'ils soient comme ci ou comme ça. Mais c'est pas dramatique si tout n'est pas parfaitement comme on le souhaiterait. On est tous des êtres humains. Mes profs ont des qualités. Il y a des éléments que je vais moins aimer chez eux et ça ne m'empêcherait pas de réussir le cours. En fait, des fois, ce que je dis aux étudiants, c'est t'es pas là pour aimer le prof, en guillemets, t'es là pour réussir ton cours. Donc, et mes parents, ben, il y a des choses que j'aime pas d'eux, mais il y a peut-être beaucoup de choses que j'aime aussi d'eux. ouais, Donc, tout ça pour dire que la façon dont on se parle, notre langage intérieur. Et ça, bon, c'est sûr que c'est une dimension qui va être abordée beaucoup plus dans un volet d'intervention que de prévention. En prévention, on peut se regarder un peu plus aller. Mais si j'ai vu, comme je disais tantôt, que mes symptômes sont importants puis qu'il y a lieu d'aller consulter, mais peut-être ce volet-là, c'est plus un psychologue ou un intervenant, plus un professionnel, plus spécialisé en santé ouais. mentale, qui va m'aider approfondir cette dimension-là Oui, de parce moi. que là, rendu à ce niveau-là, faut aider aussi la personne sans doute à comprendre l'origine puis le développement, l'évolution de ces pensées-là pour Voilà, oui, contrecarrer. exactement. Ça se peut que je me trouve pas bonne, pas bon, parce qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui me l'a dit bien souvent, que j'étais Ouais. pas bonne, que j'étais pas bonne, que j'étais pas belle, que j'étais pas ci, que j'étais pas ça, ou que si j'avais pas toujours une note parfaite, ça Mm, valait rien d'étudier ou j'ai appris à penser d'une certaine façon. Il ne faut pas se le cacher. Dans notre famille, on apprend des façons de penser. Ça ne vient pas de nulle part. Alors, c'est plus une intervention plus en profondeur, plus spécialisée, qui va m'aider à faire le lien, qui va m'aider à découvrir que j'ai tendance à ruminer de telle ou telle façon parce que chez nous, c'est comme ça que ça se passait. Alors ça, c'est plus une dimension intervention. Si je peux me permettre, je veux vérifier avec toi ce que tu penses de ça, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on est, dans le bon sens, facilement manipulable avec soi-même, c'est-à-dire nos pensées. On peut se lancer dans des pensées négatives puis se croire, mais on peut aussi, à l'inverse, on a le pouvoir comme être humain d'adopter des pensées, je vais utiliser plus le mot constructif pour soi aussi. Fait que il y a moyen d'agir là-dessus. Tu sais, nos pensées sont pas définitives et sont pas reflètent pas nécessairement notre La véritable réalité, identité. Et oui, les pensées ne sont que des pensées. Les pensées ne sont pas la réalité. ouais, Donc, c'est pas une mauvaise chose de se regarder penser. Et à ce niveau-là,
les techniques de pleine conscience sont très, très aidantes. On ne l'abordera pas aujourd'hui, mais d'apprendre, par exemple, je peux accueillir ces pensées difficiles ou ces pensées nuisibles que j'ai à mon égard, je peux les accueillir puis accueillir le sentiment qui va avec ça. OK, je suis en train de me dire telle chose. Puis en même temps, je peux essayer de développer une certaine distance par rapport à ces pensées-là. J'essaye pas de les enlever parce que si j'essaie de me dire ne pense plus comme ça, il va y avoir un effet rebond. Elles vont Oui, revenir, ces pensées-là, oui, puis elles peuvent revenir encore plus. Donc, je n'essaie pas de les effacer, mais je peux mettre une distance avec ces pensées-là. Je peux me dire, OK, je suis en train de penser comme ça. Est-ce que c'est vraiment... Puis c'est intéressant ce que tu dis, Louis, parce que je peux me dire, est-ce que je veux penser comme ça? Est-ce que je veux croire en cette pensée-là? Est-ce que je veux accorder mon comportement avec cette pensée-là? Mais peut-être que oui, mais sûrement que non. Si je veux être bien, oui, probablement que la réponse va être non. Je veux choisir un comportement qui va aller davantage avec mes valeurs puis avec ce que je veux être dans la vie, oui, plutôt qu'en fonction de ces croyances-là qui me reflètent une image négative de moi-même. en effet. On serait rendu maintenant à la cinquième. Voilà. La cinquième, ben, elle n'est pas très compliquée. Je l'ai un peu abordée au début de cette capsule. Je t'encourage à identifier, à connaître les symptômes de la dépression et de l'anxiété, à développer tes connaissances là-dessus, développer nos connaissances sur l'anxiété, sur la dépression. C'est un bon facteur de protection, un bon facteur de résilience. Donc, si je sais ce que c'est d'être anxieux, d'être déprimé, ça ne va pas faire que je vais être plus anxieux ou plus déprimé. Bien au contraire, si je sais reconnaître ces symptômes-là, je me protège parce que je vais savoir d'abord que c'est normal d'en avoir un certain niveau. Je vais utiliser mes techniques de résolution de problèmes pour aborder ce qui est à l'origine de mes symptômes. Puis quand il va y en avoir trop, je vais savoir que c'est le temps d'aller consulter. Dernier élément, le sixième truc, entre guillemets, c'est j'évite l'évitement. Ce que je veux dire ici, c'est si je suis anxieux ou anxieuse, puis ça, c'est surtout pour l'anxiété, je peux avoir tendance à faire de l'évitement. Ça, c'est la pierre angulaire de l'anxiété, c'est l'évitement. Puis l'exemple typique en milieu scolaire, c'est les présentations orales, les fameuses présentations orales. Alors, un grand risque chez les étudiants anxieux, c'est de les éviter. Puis ça, des présentations orales, j'en fais au primaire, j'en fais au secondaire, j'en fais au collégial, puis je vais en faire à l'université, puis je vais peut-être en faire dans ma carrière aussi. Louis, tu en fais, moi j'en fais, Hum, donc ça fait partie de la vie. Et un réflexe bien normal chez les gens anxieux, c'est de dire, moi, je vais essayer de ne pas faire ma présentation orale. ouais. Ça, c'est de l'évitement. Au nom de prendre soin de soi. Oui, mais malheureusement, plus que j'évite de faire des présentations orales, plus je vais être anxieux ou anxieuse à la prochaine présentation orale. Alors, j'ai en Excuse-moi, il y a l'expression commune et populaire qui dit ce que je fuis me suit. Fait que t'es un peu là-dedans. Oui, c'est intéressant. Exactement. Ce que les études démontrent, c'est que si, par exemple, à la première présentation orale, je fais un accord avec mon enseignant, puis je ne fais pas la présentation orale, bon, là, je vais vivre un grand soulagement et que ça fait du bien. J'ai plus besoin de faire ma présentation orale. Mais la fois suivante, mon anxiété va être encore plus élevée. Pourquoi? Mais parce que j'ai eu un grand renforcement en faisant de l'évitement. Je me suis sentie soulagée. Et ce soulagement, il renforce l'état d'anxiété. Alors que si je la fais, ma présentation orale, je vais me chercher une preuve tangible que ce n'est pas dangereux, que cet événement-là peut être anxiogène, il peut être stressant, c'est normal. Il y a toutes sortes de techniques là, qu'on va enseigner pour se préparer et diminuer l'anxiété dans la situation d'une présentation orale. Mais au bout de la ligne, ce qui est important, c'est que je vais me rendre compte que j'ai passé au travers, je me suis exposée et ça a fait diminuer mon anxiété.
Et plus souvent j'en ferai, moins je serai anxieuse. Donc, on a fait le tour un petit peu des 6 trucs. Et donc, si on allait maintenant, là, on a parlé de si je suis une élève, une étudiante, je vais aller vers une quatrième question. Maintenant, là, on va aller du point de vue de la personne intervenante. Qu'est-ce que l'on peut faire comme personne intervenante? Bon, voilà, un bon point. Puis ça va bien, le premier point que je vais aborder de ce côté-là va vraiment bien enchaîner avec le dernier truc dont j'ai parlé. Voilà. Donc, en termes d'évitement. Il y a une étude qui a été publiée en 2020. Je ne vous ai pas trop parlé d'études là, comme prof d'université, mais je m'en permets quand même une petite. C'est Conroy et Hall et ses collègues, Conroy et ses collègues en 2020, qui ont fait une étude qui portait sur l'anxiété au secondaire. Je pense que c'était surtout au secondaire. Alors, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des enseignants c'est quoi votre préoccupation principale par rapport aux étudiants actuellement? Puis il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, d'enseignants et de professionnels en milieu scolaire qui ont dit c'est l'anxiété. Donc, les chercheurs ont dit à ces enseignants-là et professionnels, qu'est-ce que vous utilisez comme stratégie pour aider des étudiants qui sont anxieux? Et là, les enseignants ont fait une grande, grande liste de stratégies. Et les chercheurs ont pris cette liste de stratégies et les ont montrées à des psychologues et des gens qui avaient des doctorats en psycho, même des post-doctorats, des gens qui travaillaient dans ce domaine-là, qui faisaient un post-doctorat sur le traitement de l'anxiété chez les jeunes. Donc, mettons que c'était du monde assez bien formé. Et ces gens-là ont regardé quelles stratégies étaient des stratégies d'approche, donc des stratégies qui permettent de mieux contrer l'anxiété, et quelles stratégies étaient des stratégies d'évitement. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Nos intervenants, nos enseignants peuvent, euh, en termes de stratégie d'approche, permettre aux étudiants de parler, leur parler de l'anxiété, les accueillir là-dedans, c'est une bonne stratégie. De regarder des stratégies pour faire face à l'anxiété, des stratégies de résolution de problèmes, c'est aussi une bonne stratégie. De les encourager à consulter, hein, parce qu'à un moment donné, l'enseignant, il n'est pas là comme psychologue. Donc, de les encourager à consulter, c'est aussi une bonne stratégie. Quelles sont les stratégies à éviter maintenant? Donc, malgré que les enseignants employaient beaucoup, beaucoup de bonnes stratégies, il y a des stratégies qui étaient assez communes, employées par les enseignants, qui étaient des stratégies qui encourageaient l'évitement, donc qui augmentaient l'anxiété. Puis, entre autres, il y avait le fait de pouvoir sortir de la classe. Sortir de la classe pour aller prendre une marche, c'est une stratégie qui, malheureusement, c'est une stratégie d'évitement. Hein? Je sors de la classe, je m'en vais prendre une marche, ouf, je suis soulagée, mais quand je reviens en classe, je risque d'être encore plus anxieuse. Donc, c'est préférable de rester dans la classe, euh, d'éviter certaines tâches, de diminuer les exigences. Ah, va pas à tes cours d'éducation physique, c'est pas le plus important. Ça aussi, c'est une stratégie d'évitement. De diminuer les exigences qu'on a par rapport aux étudiants. Le risque, d'abord, on peut affecter le curriculum scolaire, l'intégrité du curriculum scolaire. Si je veux mon diplôme, il faut que je fasse tous mes cours. Si je veux passer mon cours, il faut que je fasse toutes les exigences. Donc, on doit garder une certaine intégrité du curriculum. Mais également, oui, puis je te reviens, il ne faut pas diminuer les exigences parce que ce faisant, on encourage l'étudiant à aller vers de l'évitement. Si je Oui, comprends bien, ce que tu prônes, c'est que il faut investir davantage à accompagner les personnes à faire face que chercher à leur enlever des exigences ou des efforts à faire. voilà, exact. Ça résume vraiment très, très bien mon propos. C'est exactement ça. Il est préférable de les accompagner, de les aider à développer des outils pour faire face à l'anxiété ou des outils, ça peut être des méthodes d'études aussi, parce que beaucoup d'étudiants ont des stratégies d'études qui ne sont pas optimales.
hein. Ça peut être dans d'autres domaines que l'anxiété. Les habiletés sociales, les habiletés de résolution interpersonnelle, c'est pas propre juste à l'anxiété, à la dépression, c'est propre à l'ensemble des individus pour bien s'adapter dans différentes situations. Mais d'accompagner, d'aider à l'exposition, c'est nettement préférable que de permettre l'évitement. L'autre élément que je voudrais aborder, c'est quand on passe d'un stade développemental à un autre, on n'est plus adolescent, on devient jeune adulte. On n'est pas encore parfaitement adulte. On est comme un peu dans un entre-deux quand on est au cégep ou au début de l'université. Alors, les adultes peuvent aider les jeunes en les écoutant, en étant présent, disponible, mais pas nécessairement en disant tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Et surtout pas en empêchant à tout prix que nos jeunes fassent des erreurs Mhm. ou aient des échecs. Si on veut éviter à tout prix que notre garçon, notre fille ou nos étudiants aient des échecs, ben ce faisant, on augmente l'anxiété parce qu'on est en train de transmettre le message que de vivre des échecs, c'est la fin du monde. C'est pas normal, je ne serai pas capable d'y faire face, alors que ça fait partie de la vie. Alors, on dit souvent aux parents, accompagnez vos jeunes, écoutez-les. Vous pouvez leur dire, moi, quand je faisais face à ce type de défi quand j'étais jeune, je faisais telle chose. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Ou... On peut donner un avis, bien sûr, mais on essaye d'éviter de donner des prescriptions, fais ci, fais ça, ou de surprotéger Mhm. les garçons et les filles, parce que un des éléments qu'on croit qui pourrait être associé au taux d'anxiété si élevé chez nos jeunes actuellement, c'est notamment la surprotection des adultes autour d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on pense que, puis les travaux euh, voyons, il y a une chercheure dont le nom va me revenir, sinon je le mettrai sur Les en profs d'université, référence. dans ce temps-là, ils disent toujours la recherche dit. La recherche dit, mais je pense à quelqu'un de très spécifique, euh, dont habituellement j'ai le bouquin sur mon bureau, mais on donnera la Oui. référence après. Euh, il y a une chercheure, entre autres, qui a mis beaucoup en relation bon, l'utilisation des nouveaux médias, des nouvelles technologies avec l'augmentation de la dépression. Puis elle a regardé les facteurs qui étaient associés à cette hausse vertigineuse de dépression chez les cohortes de jeunes depuis à peu près 2011-2012. Donc, les garçons et les filles qui étaient adolescents, jeunes adultes dans ces années-là, ce sont des cohortes qui sont aux prises beaucoup plus avec des problèmes de dépression qu'auparavant, que les cohortes précédentes. Puis, bon, quand je parlais de troubles de sommeil tantôt, c'est un élément. Mais aussi, ce qu'elle a vu, c'est que ces jeunes-là, quand on leur demande de compléter un questionnaire, d'abord, ils prennent plus de médication que les cohortes précédentes, puis ils répondent davantage que leurs parents savent constamment où ils sont, que Mhm. leurs parents sont toujours disponibles s'ils ont un problème. Les parents sont on a parlé de parents hélicoptères dans certains écrits. Les parents sont très disponibles et sont beaucoup, ils veulent être de bons parents et c'est très positif. C'est des parents à qui on a dit, aider vos enfants à avoir une bonne estime de soi. Donc, ils veulent bien faire. Mais ce faisant, ils sont souvent surprotecteurs et ça ne permet pas aux jeunes de vivre des échecs et d'apprendre que les échecs font partie de la vie. On revient au principe de, comme on disait tantôt, autant comme intervenant que comme parent, faut accompagner le jeune. Faut être, si on a à être là, c'est être là pour faire face, mais pas là pour ne pas faire face. Voilà. Ouais, tout Ouais, à fait. OK. Parfait. On arrive à la fin de la capsule, Diane. Je laisse savoir en conclusion, s'il y avait une idée, une chose que tu voudrais que les gens qui visionnent cette capsule-là repartent avec, ça serait quoi?
Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de vivre des symptômes d'anxiété et de dépression, ce n'est pas rare, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, de garçons et filles, qui soient ados ou jeunes adultes, et même adultes, qui vivent des symptômes de dépression et d'anxiété. C'est plate parce qu'il y a une augmentation très substantielle de ces symptômes-là dans les dernières années, notamment depuis la pandémie. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça se traite très bien. Les stratégies de prévention dont on a parlé, ça fonctionne et les professionnels sont bien outillés pour aider les jeunes à contrer des symptômes de dépression et d'anxiété. Et par vous-même aussi, vous pouvez vous renseigner. Donc, malgré que c'est très présent, ça se traite bien, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, ne vous découragez pas si c'est votre cas. Allez-y, allez chercher des ressources. C'est possible de, euh, de, 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 de faire, pas de faire disparaître, mais de traiter ces symptômes-là. Voilà. Merci, Diane. Au cours de cette capsule, donc, on a pu parler de comment ça se manifeste, l'anxiété, la dépression aux études, quand consulter. On a pu voir avec des 6 trucs comment un élève, un étudiant pourrait faire face à ça. Puis là, on vient de parler comment, comme intervenant, voire même comme parent, on peut accompagner ces personnes-là. Fait que je pense que ça donne un bon tour d'horizon avec la fin là, qu'on vient de faire. Donc, Diane Marcotte, merci beaucoup pour ta présence, ton expertise, puis à une prochaine. Ça m'a fait plaisir.